vous présenter, on va dire, un type de données qui est les données temporelles, dans un but, on va dire, de trouver des gens qui vont contribuer dans le projet que je porte pendant le challenge Epidemium. Donc la présentation, c'est pas une présentation en profondeur sur le time series, mais c'est une présentation de vulgarisation plus que des présentations détaillées dans le but de trouver des gens qui vont vouloir, on va dire, venir travailler avec moi sur la problématique. Rapidement, en 3 mots, qui je suis. Donc, j'ai commencé à travailler en data en 2007 en tant qu'ingénieur R&D chez Adosia. Adosia, c'est une start-up, c'est une PME qui fait du traitement automatique du courrier en temps. Ça veut dire quoi? On va traiter du courrier sous forme d'image, on va faire de la reconnaissance d'écriture, éventuellement pour faire de la classification et la redirection du courrier. Et tout ça, c'est fait avec des modèles statistiques et du machine learning. En 2010, j'ai commencé une thèse à Paris 6 sur la problématique de l'analyse du texte, exactement sur l'extraction de l'opinion dans tout ce qui est données du web, forum, blog, retour d'utilisateurs, et tout ça avec des approches machine learning. Et depuis, je travaille dans une start-up sur une problématique similaire qui consiste à récupérer de l'information à partir d'un contenu textuel laissé par des utilisateurs. Comme on va dire, je dis que là, je porte un projet, donc avant d'aller dans la data, je vais juste expliquer ça veut dire quoi pour moi un projet data. Un projet data, il commence, on va dire, par un regroupement, on va dire, d'experts sur, on va dire, la problématique qu'on va aborder. Une problématique donc entre l'informaticien, la personne du métier, pour éventuellement cadrer, on va dire, la problématique qu'on va essayer de viser. Ici, la problématique du projet, c'est une problématique, on va dire, autour du cancer. Et donc, moi, j'ai choisi la problématique comment prédire l'incidence du cancer. C'est le challenge numéro 2. Après, on passe sur une phase de récupération des données. Tout ça, ça a été fait par les gens de la PAIAS. Ils ont préparé, on va dire, nous ont préparé 4 corpus de données sur lesquels on va travailler. Donc on n'a rien à faire là-dessus. Le grand travail, ça va être dans les 2 blocs qui sont là, c'est un travail de traitement, de cleanage de données, pour pouvoir, on va dire, savoir ce qu'il y a réellement dans ces 4 corpus de données. Et après, une phase d'analyse pour pouvoir faire de la prédiction de l'incidence du cancer. Éventuellement, on fera des retours, on va dire, vers des gens du métier, des médecins, pour pouvoir, on va dire, voir si ce qu'on a trouvé comme information, c'est utile ou pas. Une donnée temporelle, ça veut dire quoi? Une donnée, grosso modo, c'est une donnée qui évolue dans le temps. Donc là, pour nous, c'est l'incidence, mais sur la visualisation que j'ai mis là, c'est le CE2 du 1959 jusqu'à les années 2000. Donc c'est une donnée qui évolue dans le temps et on va vouloir, on va dire, suivre et pouvoir prédire la donnée dans le temps. Qu'est-ce qu'on fait autour de cette série? Donc il y a 2 étapes. C'est une étape d'analyse, donc on va analyser la donnée dans le but de comprendre cette donnée, comment elle va évoluer, sa qualité, donc elle peut être brutée, il peut y avoir beaucoup d'informations manquantes. Tout ça, donc ça passe dans la première bulle que j'ai nommée comme une phase de cleanage, de nettoyage, de compréhension de la base de données. Ça peut être une étape aussi de pré-traitement qui va préparer, on va dire, des descripteurs qui vont être éventuellement utilisés pour des fins de modélisation, d'apprentissage de modèles. Ça peut être aussi une méthode, une partie où on va pouvoir, on va dire, lancer des méthodes naïves de forecasting dans lequel on va dire prédire rapidement une information sans faire une analyse en profondeur. Si on veut faire une analyse en profondeur, on passera sur le forecasting, donc dans lequel on va vouloir extrapoler, il va trouver une information, on va dire comment on va pouvoir, par exemple, pour nous, c'est le but de comment on va trouver un modèle qui va extrapoler l'incidence après 2003. Comment traiter, on va dire, cette donnée? Il y a 2 approches. Soit on fait une approche qualitative, donc on va faire appel à des experts ou des études, on va les analyser manuellement, donc on va trouver des gens du métier qui comprennent, on va dire, la problématique visée, et on va l'attaquer. Cette approche ne nous intéresse pas dans ce challenge, c'est plutôt l'approche qualitative qui nous intéresse, donc on va essayer de bâtir des modèles qui vont faire de l'extrapolation,
l'extrapolation qui va faire quoi? On va dire, on a l'information, comme j'ai montré tout à l'heure, on a une information qui évolue dans le temps, donc on va essayer de trouver, on va dire, un modèle qui va pouvoir donner une prédiction de cette donnée dans le temps. Donc autrement dit, on va comprendre dans cette série et éventuellement trouver une manière pour continuer dans le temps cette série. Il peut faire aussi trouver on peut mettre aussi des modèles de causalité. On va essayer de comprendre pourquoi par exemple, comprendre l'incidence du cancer à partir de cette série temporelle. Pour mon projet, cette partie, je ne m'avancerai pas là-dessus car éventuellement j'ai pris le choix de rester sur la partie d'extrapolation par manque de temps. Plusieurs méthodes existent, il y a des méthodes statistiques, il y a des méthodes mathématiques, donc le choix est large pour les gens qui vont venir contribuer. C'est soit on va faire, s'il y a des statisticiens, ils peuvent, on va dire, contribuer sur la partie à gauche, sinon s'il y a des gens du data et du machine learning, ce sera plutôt la partie mathématique. Alors un peu plus en détail, ça veut dire quoi une série temporelle? Une série temporelle, donc comme je l'ai montré tout en haut, si je reprends le même exemple, dans une série temporelle, il y a on va dire 3 composantes. Il y a la composante de tendance, la composante de saisonnelle tendance, c'est-à-dire la tendance d'une série temporelle, là cette tendance est croissante, donc on a la série qui est en train d'augmenter dans le temps. Il y a une notion de saisonnalité, c'est-à-dire qu'il y a une information qui va revenir dans le temps. Et éventuellement, une dernière information, c'est le bruit, c'est un bruit random. Tous ces 3 composants, ils sont assez intéressants pour les gens qui veulent, on va dire, aller dans la compréhension de la data. Donc il faut éventuellement comprendre et jouer avec plutôt les 2 premiers paramètres pour pouvoir avoir un modèle qui peut on va dire, analyser ou prédire cette notion de série. Donc je donne 4 exemples, on va dire. Dans le premier exemple tout en haut à gauche, on voit qu'il y a dans cette série temporelle une saisonnalité qui revient. Donc on voit bien qu'entre les 75 et 80, on a une augmentation qui se répète entre 85 et 90. Éventuellement, à droite, on a une saisonnalité décroissante, donc on voit bien que la courbe elle décroît. Il n'y a pas une notion de saisonnalité, on ne voit pas une information qui se répète. Alors qu'en bas, on a un regroupement des deux, donc on a la tendance de saisonnalité qui augmente, et une tendance d'augmentation avec une saisonnalité qui se répète à un temps assez court. Et on peut être sur des séries temporelles où il n'y a aucune tendance ni saisonnalité, donc on est sur on va dire, une série temporelle brutale. Une tendance, comme je viens de dire, donc ça va faire, soit ça peut être une tendance en augmentation, comme on l'a vu comme ça tout à l'heure, ou en diminution. Elle peut être régulière, comme on le voit ici, ou elle peut être aléatoire, donc c'est stochastique dans les 2 sens d'augmentation. Elle peut être aussi globale ou locale. Globale ou locale, ça c'est assez intéressant pour les gens qui veulent faire, on va dire, de la prédiction. Si on est sur une saisonnalité locale, donc il faut vraiment adapter les modèles pour faire, on va dire, une analyse locale. Chaque partie, donc, on peut éventuellement faire un découpage de la série pour faire un traitement local pour chaque partie. Cette information est assez intéressante dans les modèles, donc surtout dans les modèles, on va dire, de forecasting de modeling. Donc il faut éventuellement supprimer cette tendance pour pouvoir, on va dire, pouvoir avoir un modèle qui va pouvoir apprendre cette information. Comment on va détecter cette information de tendance? On peut le voir graphiquement, comme je l'ai montré tout à l'heure. Donc on affiche rapidement notre série temporelle et on voit s'il y a une notion d'augmentation ou de diminution. Tout en bas, on le voit bien, qu'on voit que la courbe elle augmente. On peut éventuellement faire un apprentissage, on va faire une régression pour éventuellement capter automatiquement cette information. La régression, donc on va faire une régression sur les valeurs et on voit bien que la régression, donc c'est la droite qui, on voit bien que notre on a une droite qui augmente, donc il y a une notion de saisonnalité, de tendance. Éventuellement, pour les supprimer, on peut supprimer cette tendance, comme c'est une tendance qui saute, donc on va éventuellement jouer sur une fenêtre, on va se fixer une fenêtre
dans le temps et supprimer, on va dire, la moyenne de cette fenêtre par chaque valeur. Ou éventuellement prédire ce modèle, utiliser ce modèle pour éventuellement supprimer cette notion d'augmentation. Par exemple, ici, on le voit ici, donc on a prédit le modèle de régression et on va l'utiliser éventuellement pour supprimer cette notion de tendance. On va faire la même chose pour la saisonnalité. Donc la saisonnalité, c'est l'information qui se répète. On a une saisonnalité qui peut être journalière, hebdomadaire, mensuelle, annuelle, ou qui se répète à n'importe quel instant, donc à la seconde, à la minute, spécifique à chaque type de données. De la même manière, comment détecter la saisonnalité, soit graphiquement, soit avec un modèle, et les supprimer pour éventuellement pouvoir, on va dire, se lancer sur le cœur du métier de la série et éventuellement faire de la prédiction. On peut éventuellement, comme tout à l'heure aussi, on va pouvoir soit faire, on va dire, une différenciation, donc ça veut dire qu'on va supprimer, si on a par exemple une saisonnalité de hebdomadaire, donc on va essayer de faire supprimer, on va dire, de XI, les XI de la fenêtre, on va dire, de la saisonnalité qu'on a, ou éventuellement apprendre un modèle, si c'est un peu plus compliqué, apprendre un modèle qui va représenter cette saisonnalité et après la supprimer. Tout ça, la saisonnalité et la tendance, ça va jouer sur ce qu'on appelle la stationnarité, la donnée stationnaire. Éventuellement, un modèle, pour pouvoir, on va dire, analyser le modèle, il faut éventuellement arriver à avoir une donnée qui est stationnaire. Ici, on voit bien que tout en haut, on a un exemple de données stationnaire. Il n'y a pas de notion de tendance, il n'y a pas de notion de saisonnalité. C'est une série temporelle dans la moyenne, on va dire, qui varie pas dans le temps, fixe, moyenne et variante. Alors qu'en bas, on a une série temporelle où il y a une notion de tendance et de saisonnalité. Et donc, ce qui va faire que la valeur de la moyenne et de la variance, ça va changer dans le temps. Et ça va être un peu compliqué pour des modèles de éventuellement jouer sur ce type de données. Donc, il faut éventuellement, avant de commencer à faire des modèles, jouer avec ces deux notions de tendance et saisonnalité, les supprimer pour pouvoir avoir, on va dire, un signal que pourra l'utiliser après pour apprendre. Donc, je donne des exemples aussi encore de saisonnalité. Donc, on a à gauche tout à l'heure, on a une série temporelle stationnaire. Dans stationnaire déterministe, donc on voit que la tendance elle est déterministe, donc elle augmente, alors que tout à droite ici, on a on va dire une saisonnalité stochastique. Comment détecter ça? On peut le détecter éventuellement, comme j'ai dit tout à l'heure, de détecter la moyenne et la variance. Si on voit que la moyenne et la variance, il évolue dans le temps, donc on voit bien que notre série n'est pas stationnaire, ou éventuellement se baser sur des tests statistiques pour détecter cette information. Et comme j'ai dit, il faut se ramener sur une série stationnaire, donc il faut éventuellement les supprimer les deux pour qu'on puisse travailler après. On peut éventuellement faire des transformations. Donc là, j'ai cité rapidement les transformations, les rappels les plus rapides à mettre en place, soit en Python, en R. Tu prends ta série, éventuellement tu fais la racine carrée ou le logarithme pour pouvoir éventuellement supprimer, on va dire, un peu de bruit. Toute série temporelle, éventuellement il y a du bruit, donc il faut éventuellement diminuer le bruit. On peut éventuellement faire du lissage pour éventuellement aller dans le clinage du signal. Le clinage, on peut se focaliser sur la moyenne, éventuellement au centre, on va dire, du variable. Donc on regarde à gauche, à droite et on calcule la moyenne, on remplace la valeur de chaque entrée par la moyenne. Ou éventuellement regarder à une fenêtre d'espace, on va dire, dans l'historique à deux crans. Éventuellement, cette méthode de lissage, on peut l'utiliser comme une procédure de génération de descripteurs. Donc on peut générer des descripteurs dans un but éventuellement de créer des entrées pour un modèle qui va pouvoir les utiliser, ou éventuellement utiliser carrément cette méthode de lissage comme un modèle naïf de forecasting dans lequel le X qu'on va prédire, ça va être la moyenne des valeurs qui sont dans une fenêtre de temps. Dans les modèles, on va dire statistiques, on a le modèle d'auto-régression dans lequel on va essayer de représenter
la série temporelle sous forme d'une régression linéaire. La régression linéaire, ça consiste à prendre, on va dire, des poids que j'ai appelés ici W0, W1, W2, qui vont essayer, on va dire, de expliquer, on va dire, expliquer la variable de x de t. Les valeurs de W, c'est des valeurs qui vont, on va dire, représenter la corrélation entre deux informations. Par exemple, W1 ici représente la corrélation entre le x à l'instant t et le x à l'instant t moins 1. Dans le même style, donc là, tout à l'heure, l'autorégression, elle se focalise sur la série elle-même, alors que le moving average, il s'intéresse à modéliser, on va dire, l'erreur qui peut être, on va dire, laissée par un premier modèle de forecasting. Donc ici, éventuellement, on va faire quoi? On va utiliser un modèle, par exemple, un modèle naïf qui va éventuellement faire quoi? Il va prédire, par exemple, pour chaque valeur, l'information à t-1. Donc on calcule l'erreur, et cette erreur, elle peut, on va dire, être porteur d'information, et ça peut être aussi une méthode de détection si notre modèle il a bien appris ce qu'il faut dans la série temporelle, car si on prend, on va dire, un modèle qui nous donne une erreur, et dans l'erreur on trouve l'information, ça veut dire que le modèle il n'a pas pu capter tout ce qu'il faut, et donc il faut éventuellement compléter, l'améliorer. On peut le compléter éventuellement avec ce type d'approche où on va représenter une régression sur les erreurs. Un algorithme qui est assez connu, qui regroupe les deux, donc ARIMA, lui, c'est pour moi, c'est une somme entre les deux approches que je viens de citer. Donc une double régression, une régression sur les valeurs et une régression sur les erreurs. Éventuellement, le I, c'est l'intégrante, c'est une phase de pré-traitement qui consiste, on va dire, à faire ce que je disais tout à l'heure, revenir sur une série stationnaire. Là, j'ai fini la partie statistique. La partie, on va dire, les algorithmes, on va dire, côté statistique, je présente un peu plus l'approche, on va dire, machine learning et data. Donc, avant d'aller plus loin, donc, je vous présente, ça veut dire quoi, on va dire, un apprentissage d'un modèle de machine learning. Donc, on part d'un corpus de données, comme je l'ai montré ici. Donc là, dans notre cas, c'est pas du texte, c'est pas de document, mais c'est une série temporelle dans laquelle on va récupérer des descripteurs dans un but d'apprendre un modèle. Et comme on va dire, donc là, on est sur un modèle supervisé, donc on a la réponse en face de chaque information. Après cette phase d'apprentissage, j'ai une comparaison pour pouvoir savoir si le modèle il a bien appris ou non. Éventuellement, reboucler sur l'apprentissage pour avoir, on va dire, à la fin, un modèle qui est assez robuste pour pouvoir aller en production, ce que j'ai mis en bas en vert. Donc en production, on a les données et on va utiliser le modèle éventuellement pour apprendre, pour prédire. Dans un autre axe, si on veut, on va dire, on fait des approches non supervisées, c'est-à-dire l'information qu'on n'a pas de réponse en face, donc on peut aller sur des modèles non supervisés. Dans un modèle non supervisé, on va essayer de représenter les similarités entre les données et éventuellement les regrouper ensemble pour pouvoir inférer de l'information. Ça peut être utilisé dans ce que je disais tout à l'heure, si on a une série temporelle qui est locale, donc éventuellement regrouper cette série par cluster et éventuellement faire des traitements locaux et après pouvoir faire, on va dire, au niveau local, global. Un exemple de réseau de modèle qu'on peut citer, c'est le réseau de neurones qui joue bien le jeu. Un réseau de neurones, c'est quoi? Ils sont pondérés sur des valeurs, on va dire, on a les entrées qui sont là, on va les pondérer par des poids. Si on se rappelle tout à l'heure, donc on a parlé de la régression, ça représente la même chose, avec une fonction d'activation qui est juste là. Cette fonction d'activation, elle peut permettre, on va dire, de passer d'un type de modèle à un autre. Donc si on peut passer d'une somme, on peut rester sur du non linéaire, si on fait juste la somme, et alors que si on veut faire du non supervisé, sur non linéaire, on va faire une fonction qui va nous permettre, on va dire, de faire de la non-linéarité. La non-linéarité, ça permettra, on va dire, d'aller un peu plus loin, c'est de traiter des données plus compliquées.
Un réseau de neurones n'a pas une seule unité, bien sûr, il a plusieurs unités. Donc là, je reviens juste à vous montrer comment on peut représenter le ARIMA sous forme d'un réseau de neurones. Donc dans la première partie, on a les entrées. On a la première partie, donc là c'est la régression sur la partie des données et la régression sur les données. Donc tout ça c'est sommé dans un réseau de neurones. Éventuellement, si on veut travailler sur ce réseau de neurones, donc on peut éventuellement imaginer ce type d'architecture. Donc on va essayer pour un instant donné T, créer des descripteurs là. Donc on est à une fenêtre de T est égal à 5. Et à chaque fois, on a une valeur de la série qui va venir rentrer dans le réseau de neurones, éventuellement pour pouvoir après. Donc tout à l'heure, on a montré un nœud et là, on a une couche de réseau de neurones. Donc éventuellement, on a plus de projections, on a plus de fonctions qui sont apprises pour éventuellement aller plus loin dans l'analyse. Je suis arrivé au bout, donc là, juste, je vais rappeler que je suis là juste éventuellement pour présenter la série temporelle, mais dans un but de trouver du monde qui vont travailler avec moi. Donc le nom de mon projet il est tout en haut. Et donc là j'ai une feuille de route qui peut être, pour moi, elle est assez, on va dire, pas trop chargée. Ce que je vise, c'est éventuellement de travailler sur un seul corpus de données, qui est le corpus core, pour les gens qui connaissent, on va dire, le challenge, dans un but éventuellement d'aller dans le nettoyage. Il y a du boulot pour éventuellement trouver de l'information là-dedans. Éventuellement, par rapport à ça, si on a bien travaillé, on a trouvé des données, donc éventuellement choisir 2 types de concerts. Dans ces 2 types de concerts, les gens ils vont chacun utiliser, on va dire, son expérience, ses connaissances pour éventuellement tester, on va dire, les modèles qu'il veut, qu'il maîtrise, dans un but après d'aller, on va dire, dans la comparaison de modèles et pourquoi pas se compléter et avoir, on va dire, des résultats qu'on pourra afficher au mois de décembre. C'est ma feuille de route. Parfait. Terminé? Oui. Vous l'aurez compris, il y a un projet. Ceux que ça intéresse ou si vous connaissez autour de vous des gens que ça intéresserait de rentrer dans le projet et de contribuer au côté d'Ariel, vous avez les informations. C'est un peu technique, il y a peut-être quelques questions. Je ne suis pas le plus expérimenté dans le data, mais... Quel est le contenu du corpus core là? De quoi ça parle? Ben vas-y. C'est le cancer, mais c'est quoi? Alors, pour le corpus core, on a éventuellement, j'ai pris une base qui, on va dire, pour chaque année, de 1958, je crois, jusqu'à 2003. Oui. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a reçu une réponse de l'OMS pour éventuellement nous fournir dans d'ici quelques jours, semaines, le complément jusqu'en 2012. D'accord. Et donc pour chaque année, on a par tranche d'âge, on a 19 tranches d'âge. Donc on a par sexe, par ville, par pays, la valeur de l'incidence. L'incidence Du cancer. de n'importe quel cancer. Ah non, le type de cancer, excusez-moi, j'ai dit. Il y a le type de cancer, l'année, le sexe, tranche d'âge et l'incidence. Et le but, c'est éventuellement trouver comment pouvoir continuer. Pour moi, le premier but, c'est aller dans le clinage de cette base de données pour savoir si on peut trouver une série temporelle qu'on va pouvoir travailler là-dessus. Pour l'instant, je n'en ai pas. Et donc l'information la plus exploitable, ce serait l'information géographique. Géographique. On a par pays, par ville. Donc, éventuellement, c'est... En dehors de ça, qu'est-ce qui signifie une cause des cancers dans le domaine? Le sexe et le cancer. Ça peut être le sexe et le tranche. Mais après, si la personne, on va dire, qui veut travailler sur les autres bases de données ils ont, on va dire, d'autres, on va dire, les bases de données, tu sauras parler plus que moi sur ces bases de données qui représentent, on va dire, la santé, le travail, l'environnement. Exactement. Il y a les données, tout ce qui va être facteurs environnementaux, avec beaucoup de données de la Banque mondiale, avec beaucoup d'indicateurs. Donc, ça rend les choses assez simples à comprendre. C'est très utile. On a, pour le challenge 1,
d'incidence de cancer, qui nous ont été à peu près décrites par zone géographique et dans le temps jusqu'aux dates auxquelles on a eu les données. Et ensuite, on va avoir beaucoup de données. Alors, il y a des données de la base ILO, donc c'est tout ce qui est International Labour Organization. Donc là, c'est vraiment des données liées à l'emploi, au travail. Il y a les données qui sont liées à les programmes, plutôt les facteurs environnementaux, assez généraux et assez intéressants, qui peuvent être appariés avec les données d'incidence. Et Gaspard, je vous dis des données ILO, plan mondial, et la FAO, la Food and Agriculture. Voilà, Food and Agriculture. Donc il y a beaucoup de données à croiser éventuellement, sauf que Exactement. là le projet c'est sur des séries temporelles et donc c'est peut-être particulier sur des données travail. Je sais pas. C'est facile. Mais il ne s'agit pas de faire des corrélations entre les différentes bases de données, puisque c'est des séries temporelles, c'est ça? Oui, ça c'est. Il y a un autre, parce que j'ai compris que c'était un projet parmi d'autres. Il y en a peut-être un autre qui s'occupe de chercher des corrélations. Oui, il y a d'autres projets. Il y a... Juste derrière toi, il y a une personne qui a posé Donc non, il y a plein de projets différents, hein. Chacun a ses approches différentes, et l'approche d'Abdel a été autour des séries temporelles, et donc c'était l'occasion justement d'en discuter ce soir. Mais non, il y a une dizaine de projets aujourd'hui, et on en a vu, voilà, ceux qui étaient présents pour le premier parcours la semaine dernière, il y avait 6 projets qui avancent plutôt sur un bon rythme, et avec des gens qui veulent travailler sur cancer et le travail. Donc là, il y a le projet Babel qui a été présenté. Il y a un projet aussi apporté par Thibaut plutôt dans le challenge visualisation. Il y a un projet aussi de Benjamin. On a aussi autour du cancer c'était le cancer du sein. Le cancer des poumons, pardon. Donc lui, il s'est focalisé sur un type de cancer. Voilà, pour que chaque équipe, les thématiques soient assez larges, les challenges soient assez larges pour que chacun puisse aller chercher soit des zones géographiques qui l'intéressent, des types de cancer qui l'intéressent, et des approches qui sont pertinentes étant donné la dénomination du thème. Est-ce que ça répond à la question? Oui, très bien, merci. Mais n'hésitez pas, les données sont accessibles sur le site, il y a toute une page data. Oui, enfin c'est que des données open data, donc elles sont déjà en open data, donc c'est des données déjà un peu agrégées, populationnelles, mais qui nous ont été fournies par toutes ces organisations. Est-ce qu'il y a une autre question? Au-delà de ce projet, par rapport aux différents projets, en fait, par rapport à ces données-là, est-ce qu'on peut les retrouver aussi sur des sites avec les contacts de chaque Oui, il y a une plateforme où il y a tous les projets. C'est une plateforme de challenge. Voilà. Oui, donc c'est effectivement ce que je disais au début. En fait, vous avez sur epidemion.cc, donc vous avez le site avec voilà, différentes informations, comment ça fonctionne, justement une page avec les données qui vous donne un peu des contextes, un lien qui vous permet d'aller dans un repository récupérer les données. Ça c'est un point 1. Puis il va y avoir d'autres choses qui vont être apportées, un petit outil sur lequel Mehdi a travaillé, qui va être bientôt mis en ligne. Et puis, en haut à droite, il y a Login, Sign Up. Et là, il suffit de se connecter, de créer un compte. C'est assez rapide. Là, on a accès. Alors, on peut avoir accès au projet sans créer de compte, mais l'intérêt de créer un compte, c'est qu'on remplit des compétences et que chaque projet donne des tâches dans son projet. Et quand on a les compétences correspondantes, on est notifié dans son tableau de bord. C'est assez simple, on a fait vraiment un truc vraiment basique. Et on a agrégé des outils. Il y a un outil de chat. Il y a un outil de cloud pour stocker des dossiers, des documents. Il y a un GitLab pour stocker du code, et il y a un wiki. Et sur le wiki, vous allez trouver non seulement donc chaque projet, quand il y a un projet qui est créé sur la plateforme, il y a une chaîne de discussion, de chat qui se met en route, une page wiki, un dossier cloud, et un dossier GitLab qui se crée. Mais après, sur tout ça, il y a des choses plus méta, et notamment sur le wiki, vous allez retrouver énormément d'informations qui racontent le programme, comment ça marche, voilà, tout un tas d'informations que les gens trouvent utile d'avoir et qu'on nous demande et que nous on alimente, enfin surtout aux ânes qui est là-bas. Et d'ailleurs, si après notre petite session vous êtes intéressés, n'hésitez pas, hein, il y a Alicia et Ozan qui font partie de l'équipe et Gaspard, si vous avez des questions sur les data, qui va avoir pas mal d'informations à vous donner. Et puis si vous êtes intéressé par ce projet-là, Abdel, n'hésitez pas à aller le voir. Et voilà, donc tout est fléché, guidé, et après dans la plateforme, vraiment c'est
assez ergonomique et on essaie de l'améliorer au fur et à mesure des besoins. Si vous rencontrez des problèmes, il y a un petit en bas à droite, vous pouvez nous faire remonter des éventuels bugs. On n'en reçoit pas beaucoup pour le moment, on est plutôt content, mais n'hésitez pas s'il y a des soucis. Mais là voilà, vous pourrez explorer les projets et les rejoindre, les suivre, les rejoindre, et ensuite grâce au meet-up rencontrer les porteurs de projets. Donc on a ici, il y avait Benjamin qui a juste disparu, il y a Thibaut, voilà, il y a aussi Edouard qui avait fait avec Augustin, avec celui derrière, le projet Baseline l'année dernière, et qui essaie de continuer le projet Baseline dans la dynamique du challenge de cette année, qui avait été les vainqueurs de la saison 1. Et j'oublie personne dans les participants de l'année dernière, je crois que c'est à peu près tout. Et puis on voit certaines fêtes qui sont régulières et qu'on voit souvent et qui ont beaucoup apporté aux différents projets. C'est vraiment le fonctionnement du programme. Alors vas-y, on va reprendre le sujet. Juste pour rajouter, donc, rejoindre un projet, ça veut dire quoi? C'est pas se mettre à travailler 8 heures par jour là-dessus. Donc c'est vous pouvez venir aider des gens sur le projet éventuellement 1 heure par semaine. 2 heures par semaine. 2 heures par semaine. 2 jours par semaine. Allons-y, je m'en fous. Mais moi, je ne vais pas demander aux gens. C'est pas, vous n'êtes pas lié, quand vous rentrez dans un projet, vous n'êtes pas lié, on va dire, avec le projet, vous n'êtes pas obligé de rendre. Moi, dans ma feuille de le plus important pour moi, c'est de travailler sans stress. Car le but, oui, il y a une deadline dans une bonne ambiance. C'est décembre pour moi, c'est une deadline qui est assez proche. Donc, mon but, c'est pas décembre, mais éventuellement d'essayer de voir dans ces données s'il y a de l'information. Si on arrive à faire, on va dire, de regrouper des gens qui veulent travailler sur cette base, pourquoi pas. Mais c'est pas, on va dire, dans un but où les gens ils vont se lancer tous les week-ends, travailler dessus. Oui, mais une question d'ambition. Oui. C'est-à-dire qu'au début, on a eu des projets qui disaient, nous, on va s'attaquer aux 10 types de cancers les plus mortels sur toutes les régions du monde. On dit que c'est vrai, mais en ce moment, c'est un gros travail. Donc voilà, ils ont plutôt décidé de travailler sur plein de types de cancers et certaines régions du monde. Donc après, on va quand même dans les différentes étapes. Choisir, voilà, donc c'est le cancer, ensuite choisir une